Instant politique, mes invités se mettent en place avec Marcel Arrossi qui va les recevoir. Marcel Arrossi, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cet instant, dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, où les opinions se façonnent autant dans les médias que sur les réseaux sociaux. La guerre ne se mène plus uniquement sur les champs de bataille, vous le savez très bien. Elle s'étend désormais au terrain tout aussi stratégique de la communication en Afrique et notamment au Bénin. Les armées doivent faire face à une double exigence, remplir leur mission de défense tout en maîtrisant leur image, leur récit, leur voix, pourquoi pas. Entre devoirs de réserve, impératifs opérationnels et besoin de transparence, les armées africaines sont à un tournant. Quelle stratégie adopter pour informer sans dévoiler, rassurer sans mentir, répondre sans se faire piéger? Pour en parler, deux invités au cœur du sujet, Régis Ompé, expert en communication stratégique et en géopolitique, entre autres. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Et à côté, le colonel Ebenezer Onfoga, porte-parole de l'état-major général des forces armées béninoises. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je commence tout de suite avec vous. Peut-on encore se permettre une armée silencieuse dans un monde ultra connecté? C'est en effet une question qui mérite d'être posée par les temps qui courent où il y a eu une invasion de ce que nous appelons les médias sociaux. Les médias sociaux qui décuplent les effets de l'information ou de la non-information, qui décuplent les effets de ce qui est faux ou de ce qui est vrai. Et il y a à faire une inflexion au niveau de tout ce que nous appelons communication, au niveau des forces armées. Et c'est au niveau des forces armées en général, dans tout le monde entier, et principalement au Bénin, nous sommes en train de faire cette inflexion. Et à l'aune d'un colloque que nous avons organisé il y a 2 ans sur la gestion de l'information et de la communication des forces armées face au péril terroriste, un colloque international qui a rassemblé un certain nombre de communicants des armées, même des journalistes. Ce colloque a décliné sur un certain nombre de recommandations qui ont permis aux forces armées béninoises de faire une inflexion, de sortir de ce terme péjoratif qu'on appelle grande muette, mais pour ne pas devenir grand perroquet. Mais quand même, il y a le juste milieu à trouver pour pouvoir essayer de livrer à la population ce dont elle a besoin sur les activités des forces armées béninoises. Oui, nous sommes en train de faire une inflexion dans notre mode de communication. Moi, j'ai une question pour vous, colonel Onfoga. Cette inflexion, avez-vous le sentiment que la population s'en rend compte du moment où, quand une crise arrive, prenons l'exemple du jeudi dernier, où notre pays a été attaqué sur le point triple, où nos soldats ont péri. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'armée tarde à mettre en œuvre cette inflexion dont vous parlez? L'armée ne tarde pas à mettre en œuvre cette inflexion. Cette inflexion est en cours. C'est d'ailleurs à l'aune de cette inflexion que je suis en face de vous ce matin. Et nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Oui, et il y a à dissocier l'émotion qu'engendre le fait terroriste et décuplé par les médias sociaux et les médias traditionnels. Et la réussite de nos opérations, est à dissocier de cette émotion. Et quand nous sommes engagés dans cette réussite, évidemment, nous avons le devoir de sécuriser les opérations. Et quand on se lance dans cette posture, il y a à savoir distiller l'information nécessaire, l'information vraie, nécessaire, en temps et en sachant rapporter cela à ce qui se fait sur le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis le jeudi, nous faisons des ratissages, nous faisons de la contre-attaque et il n'est pas question pour nous de livrer à toute la population ce qui se fait, puisque quand vous dites quelque chose, aujourd'hui, ça se décuple. Même l'ennemi terroriste s'informe sur ce que nous, qui sommes ses adversaires, nous disons. Donc, nous avons le devoir, en fait, de garder quand même un peu discret ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça qui fait que, bon,
face à la nécessité de célérité des journalistes, ce dont vous avez besoin, nous avons à distiller, la bonne mesure. Oui, à prendre la bonne mesure et à savoir distiller l'information qu'il faut pour pouvoir continuer la réussite de nos opérations. Alors, M. Régis Rompet, à vous, à présent, pourquoi la communication militaire est-elle devenue aujourd'hui un impératif stratégique? Je dirais qu'elle est plus que nécessaire. Le contexte, vous l'avez rappelé, de jeudi dernier, qui est un contexte qui nous étreint tous, qui bouleverse nos émotions et qui, dans certaines familles aujourd'hui au Bénin, a créé stupeur et détresse. La communication des armées, effectivement, et vous l'avez rappelé en prélude, elle vient aussi rassurer les opinions publiques. Il est très important que les opinions publiques au Bénin et au-delà, parce qu'il ne s'agit pas que du Bénin, il s'agit aussi, nous sommes dans une crise, je dirais, multi-pays, voire globale, voire planétaire. Il est important effectivement que nos armées s'approprient l'outil communicationnel, mais en suivant leur propre agenda. Il ne sert à rien, et le colonel sera d'accord avec moi, de se greffer sur l'agenda stratégique et communicationnel, donc des adversaires et des ennemis. Effectivement, il y a une chose qui est certaine, toutes les fois, et vous l'avez bien dit, avec la viralité des réseaux sociaux, on peut se rendre compte qu'on voit des images, on voit des vidéos qui choquent et qui interpellent. Et donc, par définition, nos émotions font que rapidement, humainement, tripalement, nous avons envie de réagir et parfois même d'interpeller ceux qui sont censés faire la sécurité dans ce pays, les forces de défense et de sécurité, qui font un travail qui est extrêmement compliqué, mais qui le font, je dirais, avec vaillance et courage. Oui, la communication des armées, elle est stratégique, elle est importante, elle est vitale, dans la mesure où, effectivement, comme je l'ai dit une fois, c'est pour rassurer les opinions, mais en deux, très important, c'est pour mettre des contre-feux à la viralité, à la toxicité de ce que nous voyons par-ci et par-là. Même si pendant longtemps, nos armées, et même au-delà du Bénin, ont gardé, je dirais, une espèce de couvent sur les informations. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Tout en espérant, tout en sachant qu'effectivement, en face, nous avons aussi des adversaires, je dirais même les pires ennemis de l'humanité, qui aussi, malheureusement, fatalement, disposent aussi d'informations, d'outils communicationnels. Donc, il est important, effectivement, que dans le cas d'une crise comme celle que nous vivons, et vivement qu'elle soit derrière nous et que nous n'en ayons pas d'autres, que nous puissions faire face. Parce qu'une fois encore, l'information est devenue une arme tellement redoutable qu'aujourd'hui, même sans tirer, elle fait des effets monstrueux. Et nous sommes aujourd'hui au cœur donc, de cette situation. Et moi, je suis très, très pragmatique. Hein. Je pense qu'effectivement, autant nos forces armées sur le théâtre d'opération, donc sur les questions tactiques, sur les questions opérationnelles, travaillent à faire reculer le plus loin possible, je dirais, ces barbares. Et en même temps, il est important, effectivement, que sur la ligne de front, la question du narratif, la question du récit aussi, soit précisément étudiée. Et c'est là-dessus, effectivement, que c'est tout le challenge, c'est tout le défi. Et je suis confiant que nos armées qui se modernisent, qui se professionnalisent, comme l'a dit le colonel, sont en pleine inflexion. Et c'est cette inflexion qui, pour moi, est salutaire et que nous devons accompagner de tous nos voeux. Régis Rompet, dites-nous, dans les autres pays, prenons l'exemple des pays occidentaux, quand il y a la crise, malgré le fait qu'on garde secret ce qui est stratégique, ce qui est important et interne à l'armée, on communique quand même en direction de la population, évidemment, non seulement pour la rassurer, mais pour lui dire, voici ce que nous faisons. Sans mentir, mon collègue l'a dit tout à l'heure, comment informer sans mentir, comment informer sans divulguer. Est-ce que l'armée béninoise ne pourrait pas aller sur ce terrain-là également, au-delà de toutes les émotions? Bien sûr, ne pas tout dire, c'est pas mentir. Ne pas tout dire, c'est pas mentir. Et vous rappelez, il y a des exemples qui sont des exemples illustratifs, je dirais, de la modernité de la communication des armées ou de la communication stratégique qu'on peut retrouver dans certaines armées en Europe et essentiellement dans les pays occidentaux. Le vrai sujet, effectivement, toutes les fois qu'il y a eu des attentats terroristes, par exemple, prenons en France, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, il y a toujours un premier effet de surprise. On n'est jamais préparé à ça. Les Américains, aujourd'hui, effectivement, sont peut-être passés maîtres dans l'art de vaincre le terrorisme sur les aspects, je dirais, tactiques et opérationnels. Mais ici, il y a un aspect aujourd'hui et qui est totalement déroutant pour n'importe quelle armée dans le monde, c'est
je dirais, c'est le théâtre d'opérations communicationnelles. Et donc, oui, effectivement, ils y arrivent parce qu'effectivement, rapidement, il y a une cellule de crise qui accompagne, effectivement, donc, je dirais, d'homologues, donc du colonel Ronfoga et de spécialistes de la communication de crise qui arrivent dans la minute, je dirais, en même temps, à adresser un message. Mais ce message, il est à la fois adressé aux populations, mais aussi à ceux qui... aux ennemis. Aux ennemis. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Mais tout ça rentre dans la modernité, dans la professionnalisation donc, de nos armées. L'armée béninoise, effectivement, est-ce qu'elle doit s'adapter? Bien sûr, elle est en pleine adaptation, elle est en pleine professionnalisation, mais aussi, elle doit tenir compte de ses propres réalités socio-culturelles. Il ne sert à rien, si vous voulez, de prendre des plans de communication de ce qui marche en Europe ou en Asie ou en Amérique et de vouloir le dupliquer sur le territoire béninois par rapport à nos réalités. Nous avons des réalités socio-culturelles. Par rapport à ce qui s'est passé jeudi dernier, il y a aussi un message qu'on doit envoyer à nos compatriotes qui ont vécu ça dans leur chair, qui parfois, effectivement, se disent que la région dans laquelle ils sont, le village dans lequel ils parcourent, il y a des risques qui sont des risques imminents, des risques du quotidien. Donc, il y a un discours, effectivement, qui doit être tenu. C'est pour ça que je me dis, la communication, effectivement, il y a peut-être des plans généraux, mais elle doit aussi s'adapter en fonction de nos réalités socio-culturelles et surtout de l'agenda de l'état-major et du gouvernement béninois. Il ne sert à rien de mettre des contre-feux parce que nous avons des ennemis qui ont tout fait, je dirais, avec un enthousiasme qui pour moi est morbide et délétère, de diffuser des informations pour atteindre notre morale. Notre morale, il est atteint, mais nous devons continuer à rester debout. Et quand elle part pour tout le monde, l'information. Oui. Colonel, voyez-vous la communication comme une arme forte aussi? La communication est une arme forte. D'ailleurs, c'est pour toute armée une fonction opérationnelle. Nous faisons des opérations, nous mettons en place aussi notre système de communication pour pouvoir rendre plus efficaces nos opérations. Ça fait partie des fonctions opérationnelles en fait de toute armée. Elle est une arme aujourd'hui en ce sens que l'ennemi sait bien l'utiliser et depuis le début de l'année 2025, vous avez dû voir que l'ennemi, quand il pose ses actes, il prend des vidéos et il les distille, il les feuilletonne. Ils font de la propagande. Il les distille, ils font de la propagande. Et il les distille chaque jour. Ça fait partie de leur stratégie. Donc, c'est une arme pour eux. C'est une arme pour eux puisque le mobile de ça, c'est atteindre le moral en fait de nos populations et surtout des forces armées béninoises, des personnels qui sont au front, qui ont besoin quand même de ce moral-là pour pouvoir être plus aguerris face à cet ennemi. Donc, c'est une arme et que nous aussi, nous essayons de saisir puisque on ne change pas d'habitude, on ne change pas une habitude en la basculant par la fenêtre, mais en la faisant descendre par les escaliers, marche par marche. Donc, nous sommes en train de changer d'habitude. Nous nous adaptons au terrain, nous nous adaptons à ce qui se fait dans les médias, nous nous adaptons à cette invasion des réseaux sociaux. Justement, quelle est la collaboration de l'armée aujourd'hui, en 2025, avec les médias béninois de tous ordres, toujours cloisonnés ou un peu fluides aujourd'hui? Je dirais que c'est assez fluide. C'est assez fluide. Dès qu'il y a une situation, il est vrai, vous ne voyez pas lancer un communiqué. Dès que vous lancez un communiqué, c'est que vous corroborez ce que l'ennemi dit, qui n'est pas nécessairement vrai. Bien sûr. Mais le communiqué ne va pas non plus manquer d'exister. Et il est vrai aujourd'hui que quand on se lance dans une attaque, on ne peut pas dire aux journalistes, voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais après coup, dès qu'il y a une situation, les journalistes ils ne cessent pas de m'appeler, moi, et je leur livre ce que je dois pouvoir leur livrer comme information pour qu'ils puissent savoir communiquer par rapport à ça. Ronfoga, essayons de nous mettre dans la tête du citoyen lambda que nous, on représente sur ce plateau. Voici des Béninois qui viennent d'apprendre que son pays a été attaqué et que 70 de ses frères sont massacrés, ou même 2 de ses frères sont massacrés. Tout de suite, l'émotion arrive, c'est naturel. 1 jour, 2 jours, 3 jours,
il n'entend rien des responsables de l'armée, les responsables qui coordonnent les activités au niveau du terrain. Et puis après, une semaine, 2 semaines, l'armée ne dit pas, ben, compte tenu de cette attaque, voici notre réaction, et après notre réaction, voici ce que nous avons pu faire. Est-ce que le citoyen n'est pas en droit d'exiger de vous de comprendre ce qu'a été l'action de l'armée suite à l'attaque? Oui, c'est vrai, les forces armées béninoises sont issues d'une population et c'est l'argent du contribuable qui fait que nous existons sur le terrain. Et nous avons le devoir de livrer à la population ce que nous faisons. Mais ce que nous avons vécu le jeudi passé, par exemple, est assez préoccupant. Et nous sommes en offensive, en contre-attaque vers l'ennemi. Et cette contre-attaque continue. C'est une attaque qui a duré et qui continue d'exister puisque cet ennemi, cette fois-ci, est assez teigneux. Il ne veut pas céder de la place. Il est venu, il nous a attaqués et on le fait bouter du territoire, mais il est teigneux, il reste sur place. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas encore les éléments concrets pour pouvoir livrer l'information à la population. Nous n'avons pas encore les éléments concrets. Ce n'est qu'après toute cette opération que oui, nous pouvons dire à la population, voilà ce que nous avons pu faire et voilà ce qui se fait. Et aussi, comme je vous ai dit, cet ennemi s'informe aussi par rapport à ce que disent les officiels. Les 70 morts dont il a parlé, c'est manifestement faux. C'est manifestement faux. Il y a même un média qui a dit que nous avons transporté les corps vers un certain camp. Ça, c'est encore archi faux. Eh bien, voilà l'occasion pour vous de nous dire ce qui s'est passé. Et sur le nombre, par exemple, colonel Onfoga, éclairez alors les populations. Non, au début, il y a eu 8. Il y a eu 8, mais le ratissage continue, les attaques, la contre-attaque continue, le combat continue sur le terrain. Et ce serait vous mentir que de me hasarder sur les chiffres à ce niveau-là de nos opérations. Ce n'est pas totalement actualisé. Les chiffres ne sont pas encore actualisés, donc permettez-nous encore, donnez-nous encore quelques jours pour que nous puissions voir clair dans ce qui s'est passé. Et bien, les opérations continuent sur le terrain, aussi bien aériennes que terrestres. Vous observez les dynamiques informationnelles dans plusieurs pays du monde. Comment se positionnent les armées africaine et peut-être celle du Bénin par rapport à d'autres armées dans le monde sur le plan de la stratégie de communication? Oui, je dirais que nous sommes plutôt en progression. Il fut certainement un temps où sur les aspects de communication, sur les aspects d'information, peut-être que le Bénin avait, je dirais, une stratégie qui aujourd'hui est totalement en pleine mutation. Mais la mutation aujourd'hui de la stratégie communicationnelle du Bénin, elle se fait aussi en fonction de la réalité. Malheureusement, depuis plusieurs années, régulièrement, épisodiquement, le Bénin subit des attaques. Et donc, en fonction donc, de ce nouvel élément, le Bénin est tenu et obligé de s'adapter. Généralement, je dirais les armées qui ont peut-être devant nous, je dirais, un point d'attention beaucoup plus favorable, c'est peut-être les armées sahéliennes, Burkina, Mali, Niger, parce que ces armées, on le sait très bien, ont subi à plusieurs reprises, vraiment l'hydre terroriste. Donc, ce qui fait qu'effectivement, par rapport donc aux armées du Golfe de Guinée, il y a certainement beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à admettre. Mais pour le Bénin très particulièrement, parce que c'est ce qui nous intéresse. Je pense que nous sommes, je crois, et c'est une certitude, nous sommes en progression. La belle preuve, l'École nationale supérieure des armées, où j'ai le privilège d'enseigner un module, ils ont lancé cette année un module en communication des armées. Parce que, effectivement, la situation aujourd'hui exige donc que nos armées, nos états-majors puissent évidemment être dotés, je dirais, d'une stratégie narrative, parce que aussi la question du narratif, la question du récit. On a vu faire les armées sahéliennes, effectivement, qui ont, je dirais, un terrain d'avance sur nous, mais le terrain d'avance qu'ils ont sur nous, c'est pas tant. C'est la communication, c'est malheureusement parce qu'ils ont été ces premiers pays à être attaqués par le terrorisme. Les Algériens le diront mieux que nous, les Libyens, et ainsi de suite, si on remonte, et peut-être même les Européens un peu plus. Donc aujourd'hui, évidemment, les armées du Golfe de Guinée, et très particulièrement celle qui nous concerne, donc qui est l'armée béninoise, aujourd'hui, elle est, je dirais, à la croisée des chemins, à la fois dans l'apprentissage, mais en accéléré.
il y a plus le temps, effectivement, même si, effectivement, il y a un module de formation à l'ENSA. Et je pense que c'est un premier jalon qui est posé donc, dans la mise en place d'une stratégie. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'au cœur de nos armées, effectivement, que sur cette question de communication de crise, et dans ces contextes que vous rappelez, que nous puissions disposer, effectivement, donc, de meilleurs outils. Parce que la riposte, elle est narrative aussi. Régis Rompoy, vous l'avez évoqué, vous avez évoqué les pays de l'AES. Oui. Il faut le dire. Bien sûr. C'est vrai qu'ils ont subi et pendant longtemps les attaques terroristes. Le Bénin aujourd'hui est pratiquement dans le même schéma puisque il y a quelques années en arrière, notre pays n'était pas aussi attaqué fréquemment et tout le temps. Vrai. Alors, quand on regarde un peu la stratégie communicationnelle de l'AES, dès qu'ils envoient leurs drones, dès qu'ils font les combats sur le terrain et tout, ils ont choisi, ça c'est leur choix. Peut-être que notre armée a sa stratégie également. À la télévision nationale, burkinabé, nigérienne ou malienne, on voit un peu comment est-ce que les combats se mènent. On voit les images sont là, les réseaux sociaux sont mis à contribution et la population se rend compte que dans tel coin, il y a des terroristes qui viennent de massacrer nos parents, mais la réponse de l'armée a été fulgurante. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui empêche l'armée béninoise d'adopter une telle stratégie? Non, nous ne pouvons pas adopter cette stratégie dans la mesure où nous ne vivons pas exactement les mêmes situations, même si par définition, nous sommes tous attaqués par des groupes armés terroristes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, et peu importe la dénomination qui est la leur. Mais il faut aussi rappeler que derrière les campagnes de communication qu'on peut retrouver dans les pays de l'AES, il y a aussi une communication qui est très interne et qui est très nationale, qui est même une communication politique, parce que, rappelez-le, ces pays aujourd'hui sont dirigés par des pouvoirs militaires et qui ont besoin, qui sont en attente constante de surcroît de légitimité. Donc, en fait, ces pays, effectivement, qui ont changé donc, de main, qui sont passés de régime civil à des régimes militaires, ont besoin de justifier qu'effectivement, s'ils sont là aussi, c'est aussi pour des raisons, c'est possible des questions sécuritaires. Et donc, cela, à partir, je dirais, c'est un prolongement de l'armée, en fait, qui rentre, je dirais, dans les us et coutumes, donc de la présidence de la République, des ministères donc, de ces pays. Non, le Bénin, effectivement, nous avons notre stratégie, il y a la stratégie, effectivement, dont parle le colonel Ronfoga. Mais ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que au bout du processus, ce qui est très important, pour les armées, pour l'armée béninoise et pour les opinions publiques béninoises, c'est que nous puissions faire reculer le plus loin possible ces groupes armés terroristes, à la fois sur les aspects opérationnels et tactiques, et aussi sur les aspects de communication et d'information. Donc je pense que oui, nous devons réfléchir, et c'est tellement le cas déjà, à une stratégie qui nous appartient, qui s'inspire vraiment de nos propres réalités. Il n'est pas dit que ce qui se passe ailleurs ne doit pas nous inspirer, parce qu'effectivement, ils ont vécu des choses, des drames. Il y a aussi une façon, je dirais, il y a certainement un mode opératoire aussi qui peut, que nous pouvons regarder. Il ne sert à rien de mépriser ou de snober ce qui se passe ailleurs. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire, effectivement, avec ces acquis, comment nous, armée béninoise, comment communicants béninois, comment vous, médias, parce qu'il y a aussi une part qui est très, très importante, hein, les médias, que ce soit les médias classiques, les médias traditionnels, ou même les médias sociaux, la façon dont nous avons tous spécifiquement et collectivement de faire face à cet ennemi qui est invisible, hein, enfin qui est invisible jusqu'au moment où malheureusement on le retrouve dans nos casernes, dans nos populations et à nos frontières. Donc oui, notre stratégie, elle peut regarder ce qui se passe ailleurs, elle peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais elle doit intimement, intrinsèquement être fondée sur nos réalités et nos réalités. Vous avez évoqué le récit, le narratif oui. Dans la communication. On parle souvent de guerre de l'information. Quels sont les risques concrets pour un pays comme le Bénin si l'armée ne contrôle pas son récit? Si l'armée ne contrôle pas son récit, elle fera faire dire à d'autres la façon dont les événements se sont passés. Une armée qui ne parle pas, une armée qui est silencieuse, est une armée vulnérable. Mais ce n'est pas une raison pour que notre armée, comme le dit le colonel Ronfoga, doive devenir un grand perroquet qui parle à tout va, juste parce qu'effectivement, il faut contenter les opinions. Mais effectivement, une armée qui ne parle pas, une armée qui reste en deçà donc, de ce qui s'est passé, elle laisse d'autres acteurs faire son narratif avec leur propre agenda, avec leurs propres motifs. Et finalement, la seule information que nous aurons à retenir, c'est l'information des médias sociaux. Donc, nous remercions d'ailleurs l'armée d'avoir accepté être présente sur ce plateau ce matin. Puisque là, par exemple, lorsque le colonel parlait, le chiffre de 70 est maintenant, on sait qu'il y a une grosse marge d'erreur là-dedans. Et effectivement. Donc, c'est pour ça,
je dirais, ceux d'en face, et vivement qui quittent notre champ de vision, peuvent annoncer les chiffres qu'ils veulent. Parce que plus ils ont, plus ils sont, je dirais, dans une polémique exponentielle, plus ça leur permet de légitimer leur attitude et leur stratégie, et aussi de démontrer que sur le terrain, c'est eux qui dominent. Et donc, effectivement, c'est la question de la domination de l'information, de l'hégémonie de l'information et du narratif. Nous devons, nous, être en première ligne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la guerre, elle est devenue hybride. Hein. Il y a la guerre des mots, la guerre des récits, la guerre des narratifs, et puis aussi, il y a aussi la guerre de l'image. Il y a la guerre de l'image. Colonel, vous l'avez relevé encore sur ce plateau, face à la désinformation, aux intoxications, si vous voulez, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour y agir efficacement? Face à la désinformation et à l'intoxication, nous utilisons des organes de presse crédibles auxquels nous livrons la vraie information, qui essaient de les relayer sur la place publique. Et c'est ce que nous faisons pour le moment, et nous comptons densifier cela et passer de manière beaucoup plus officielle à ce mode de fonctionnement. Maintenant, il faut quand même que je puisse revenir un peu sur la communication que font nos amis de l'AES. Comme l'a dit M. Ompé, cette communication est beaucoup plus orientée politique. Hein. Il faut le savoir. Il faut le savoir, et ça ne répond pas nécessairement positivement à la réussite des opérations sur le terrain. Et si la finalité, c'est la réussite des opérations sur le terrain, c'est qu'on devrait quand même se convaincre de ce que, bon, le sud, la partie méridionale de tous ces pays est totalement sécurisée. Mais quand vous voyez les attaques que nous subissons, c'est les attaques au niveau c'est à quel niveau du pays? C'est au niveau de nos frontières. C'est au niveau de nos frontières. Ce n'est pas un ennemi qui se renforce à l'intérieur du Bénin pour aller attaquer l'opposition. Cet ennemi quitte la partie méridionale, justement, de nos voisins pour venir nous attaquer. Et ça veut dire que cette partie méridionale est délaissée. Cette partie méridionale n'est pas sécurisée. Cette partie méridionale est devenue un sanctuaire de terroristes. Et ce sanctuaire de terroristes, c'est ça qui favorise en fait les attaques que nous subissons. Qu'on se dise la vérité. C'est ça qui favorise les attaques que nous subissons. Et quand on rapporte cela à leur communication, est-ce que leur communication arrive vraiment à sécuriser le territoire? C'est qu'il y a quand même un vrai gap par rapport à la nécessité de réussir des opérations et la communication à tout va qu'ils font. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont adoubés sur les réseaux sociaux. Bon. Mais bon, les résultats sur le terrain ne sont pas comme le disent les réseaux sociaux. Ça, qu'on se dise des vérités. Pour ce qui est justement de la communication de l'ennemi, l'ennemi a ventilé qu'il a tué 70 Béninois. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est faux, mais il a manqué de dire combien on en a tué. Il y a des vidéos, d'autres vidéos de l'ennemi que nous avons vues. C'est justement là qu'on attend la cellule de communication de l'armée. Si l'information n'est pas automatique, le public n'entend que ce que les criminels ventilent, justement. Oui, ça va se faire. Ça va se faire, mais nous continuons le ratissage. Nous n'avons pas envie de livrer des chiffres qui vont être révélés faux plutôt dans les tout prochains jours, quand nous allons finir nos opérations. Donc ça va se faire. Mais je veux dire en fait que l'ennemi ne communique pas sur le nombre de personnes qu'on tue. Nos soldats qui sont au front, ce sont de vaillants soldats. Ils ne restent pas les bras croisés quand l'ennemi arrive. Oui, nous en avons tué un certain nombre. Nous en avons tué véritablement. Et ils ont pris leur corps, qu'ils mettent dans des véhicules qu'ils amènent et qu'ils repartent avec. C'est ça leur stratégie. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, colonel Ronfoga, pour que les frontières ne soient plus des espaces où ces barbaries se déroulent? Oui, nous avons l'obligation de sécuriser tout le territoire national. Et c'est pour cela que le credo des autorités politiques communautaires est de ne laisser aucun centimètre carré du territoire à l'ennemi. C'est ça qui fait que nous sommes sur nos frontières. Mais si, par la force des choses, de l'autre côté de la frontière, l'ennemi, il n'y a pas de répondant, c'est que c'est difficile pour nous. Mais nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin de moyens et nous, le pays est en train de se doter d'un certain nombre de moyens déjà, puisque en 2023, nous avons quand même eu beaucoup de moyens aériens. Nous avons besoin de beaucoup plus de moyens
Et ça se fait, et les autorités sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir nous offrir ces moyens, pour pouvoir anticiper sur les actions, puisque la lutte contre un ennemi terroriste, ce n'est pas une lutte en réaction, c'est une lutte anticipative. Il faut qu'on anticipe sur les actions de l'ennemi. On recueille le renseignement d'origine humaine, d'origine image et d'origine des signaux. Nous avons besoin de ce type de renseignement pour pouvoir anticiper sur l'action de l'ennemi. Ceci et ça, à la collaboration. Oui. Et en tant que porte-parole de l'armée, comment équilibrez-vous le devoir de réserve militaire avec l'obligation de transparence envers la population? C'est un véritable défi, je vous l'avoue. Oui. C'est un véritable défi. Mais je conçois aussi que cette population à qui on veut livrer l'information, elle a besoin d'être sécurisée. Et quand elle a besoin d'être sécurisée, nous avons à réussir nos opérations. C'est pour cela que nous ne mettons pas en priorité la nécessité ou bien la célérité de l'information. La célérité de l'information, ce n'est pas la priorité pour nous, c'est la réussite de nos opérations qui est la priorité. C'est vrai, et après la réussite des opérations, il va falloir quand même qu'on puisse dire à la population ce que nous faisons, et ça ne saurait tarder. On comprend l'attitude de l'armée puisqu'on est en face d'une situation qui est présentée comme un couteau à double tranchant. Comment est-ce qu'il faut préserver la population et en même temps l'informer de ce qui se fait. Alors, Régis Rompé, aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude entre les armées ouest-africaines pour arriver à bout du terrorisme? Oui, je dirais même au-delà des armées ouest-africaines, et c'est très important de le rappeler, il y a des situations géopolitiques aujourd'hui qui font que la collaboration, la coopération entre les armées du Golfe de Guinée ou les armées ouest-africaines et les armées sahéliennes, elle est peut-être, elle n'est pas aussi automatique, aussi fluide qu'on l'aurait espéré, parce qu'effectivement, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, et très globalement, subit ce dont vous parlez. Oui, je pense que c'est le lieu de rappeler, et il faut qu'on apprenne beaucoup de ce qui se passe par là-bas aussi. Mais aussi, malgré le contexte très compliqué AES-CEDEAO, qui est toujours au bout du fil quelqu'un avec qui on peut échanger et qui puisse, effectivement, dans le cas donc, je dirais de la compilation donc, des informations, de la collaboration entre services de renseignement, collaboration peut-être même parfois avec des experts de haut niveau, qu'on puisse effectivement être dans quelque chose de davantage de plus fluide. Il est très important que malgré les contextes, que la collaboration continue parce que, comme l'a rappelé le colonel, ceux qui nous attaquent, ils viennent bien de quelque part. Bien sûr. Et s'ils viennent de quelque part, c'est parce qu'ils ont trouvé les vannes ouvertes. Et donc c'est plus aisé, c'est plus facile pour eux donc, de quitter donc, la zone des 3 frontières sahéliennes et de migrer et de jaillir tel un épervier sur les pays du Golfe de Guinée et malheureusement sur le Bénin, puis le Togo et le Ghana. Alors quel travail de collaboration peut-on engager avec les populations, puisque ces individus viennent forcément de quelque part, oui. Ils crèchent quelque part, et évidemment, ils s'en vont quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population fasse une collaboration avec l'armée? Il y a un exemple qui est très notoire, qui est très notable. Ouais. Le succès des tout premiers groupes armés terroristes, par exemple dans le Sahel central et tout particulièrement au Mali, a été, si vous voulez, aussi facteur de la démission de l'État. Je parle bien du Mali. Parce qu'effectivement, c'était plus aisé quand l'État est démissionnaire et que quand des populations sont vulnérables sur le plan social et sur le plan économique, elles sont davantage, je dirais, plutôt malléables et manipulables à un discours dissident. Donc parfois, il suffit donc de leur vanter une espèce de prospérité économique, une espèce je dirais, de bien-être social pour qu'elles puissent succomber. Parce que, par exemple, je prends le cas du Mali, il y a eu pendant longtemps l'État démissionnaire. Donc partout où l'État, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service de l'État, effectivement, c'est plus aisé. Ce qui n'est pas notre cas à nous.
Donc nous devons plutôt adapter. C'est pour ça qu'une fois encore, nous n'avons pas forcément à adapter la même stratégie. Par contre, nous, sur la question du discours, il ne faut pas qu'effectivement certaines populations, comme on l'a vu dans certains pays, effectivement, soient favorables à un discours, effectivement, qui est un discours anti-pays, anti-gouvernement. Nous, plutôt au Bénin, effectivement, nos populations, le réflexe que nous avons à avoir, la stratégie, c'est de les rassurer, mais il ne faut pas les rassurer juste avec des mots. Il faut que très concrètement, nos populations qui subissent ça, et même celles qui ne subissent pas ça, se rendent compte qu'effectivement, que les armées, que l'état-major, que le pouvoir, que les autorités politico-militaires du pays sont avec elles et le resteront jusqu'au bout du bout. Parce qu'effectivement, nous, notre pays, et bien heureusement, nous n'avons pas un état démissionnaire. Partout, nous souhaitons défendre chaque centimètre carré donc, de notre territoire. Ce qui n'a pas été le cas dans les pays sahéliens, qui parfois sont prompts à nous donner des grandes leçons. Mais il suffit de regarder des dépêches, de lire un peu l'actualité pour remarquer effectivement que même chez eux, parfois, le feu continue de consumer des populations entières. Et donc, parfois, c'est très aisé de dire qu'au Bénin, parce que généralement, quand vous prenez sur la viralité des médias sociaux, évidemment, on parle beaucoup plus du Bénin. Et je pense que parfois, dans certains pays, certains feraient mieux de regarder ce qui se passe chez eux, en espérant que ça se taise partout et que la situation s'améliore partout. Donc oui, effectivement, chez nous, la prise du discours dissident, du discours mortifère sur le fait ne pourra pas marcher parce qu'effectivement, notre État, notre gouvernement ne sont pas démissionnaires. Ils sont à pied d'œuvre et chaque centimètre carré sera défendu. Après, effectivement, il faut effectivement pour ces populations les assurer de notre soutien, avoir une pensée, parce que c'est aussi peut-être aussi le moment de rendre hommage donc, à ces soldats qui sont disparus. Les noms seront établis en son temps. Et aussi avoir une pensée pour les populations, parce qu'il y a aussi des populations qui sont traumatisées. Donc c'est ce qui est très important. Et l'État doit être aux côtés donc, de ces populations et leur démontrer que nos forces de défense et de sécurité sont avec elles. Vous savez, dans certains pays du Sahel central, parfois l'État était totalement démissionnaire et ces pays ont connu des partitions, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, aucun centimètre carré du territoire béninois est ailleurs. Tout est maintenu. Tout est maintenu. Vous êtes expert en communication stratégique, vous êtes expert en communication géopolitique. Oui. Quels canaux, quels outils l'armée béninoise pourrait-elle mieux exploiter aujourd'hui pour renforcer sa communication sans tomber dans la propagande inutile? Il y a les médias sociaux. Utilisons aussi les médias sociaux. Il y a les radios communautaires. Parlons dans nos langues dans la langue nationale. Et allons dire clairement aux populations voilà la part que l'armée peut céder. La part d'information que l'armée peut céder. Oui, donc oui, il y a les canaux traditionnels. Hein, et puis il y a aussi vos médias, vos télés, radios, la SRTV et tous les médias communautaires. C'est très, très important, effectivement, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, qu'on puisse maintenir le dialogue avec les populations. Et une fois encore, il faut que cette communication elle soit appropriée, elle soit adaptée et surtout qu'elle se fasse dans nos langues nationales. Il est très, très important parce qu'il ne sert à rien de sortir des grands communiqués de presse dans une langue, effectivement, certes, qui est une langue officielle de travail, mais je dirais... Inaccessible dans une certaine mesure. Oui, et puis avec des terminologies qui ne veulent rien dire et qui sont totalement alambiquées. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est plutôt de la simplicité, c'est de la réactivité. Et en communication stratégique, on le dit toujours, généralement, ce qui a plus d'impact, c'est le plus simple. Il ne suffit pas donc de partir dans des grandes envolées lyriques pour informer. Et nos populations aujourd'hui, que ce soit celle du Nord et celle du Bénin, ont besoin effectivement d'avoir un discours rassurant et aussi un discours, je dirais, offensif. Parce que vis-à-vis, nous avons en face, nous avons des barbares, nous n'avons pas des enfants de cœur et qui effectivement communiquent comme ils veulent, ils choisissent leurs mots, hein, ils choisissent leurs images. Ils choisissent très bien leurs images. Effectivement, quand vous voyez leurs images, les médias sociaux, effectivement, on ne verra jamais ce que l'armée béninoise leur a fait subir. Mais est-ce que nous, armée béninoise, gouvernement béninois, est-ce que nous devons forcément entrer
dans cette Dans confrontation. Non, Voilà. Pas forcément. pas forcément. Nous allons finir sur le sujet. Régis Ongpé, merci d'être venu. Je vous en Mais prie. dernière question. À vous, il y a le thème narratif national qui revient aussi souvent. Quelle peut être la part de l'armée, le rôle de l'armée dans la construction de ce type de narratif? Oui, concernant le Bénin, effectivement, la question du narratif, la question effectivement du récit, parce qu'aujourd'hui, et le gouvernement s'y emploie, nous délivrons un autre récit d'un pays prospère, d'un pays qui est en progression, d'un pays qui, sur certains aspects, commence à être extrêmement attractif. Et parce que notre pays est attractif, parce que notre pays fait venir, je dirais, le monde entier chez nous, il est très important, effectivement, que nous puissions continuer dans cette voie. Donc, la question de la souveraineté narrative, c'est un concept qui est plutôt en vogue, il faut qu'il devienne très, très concret. Il faut que notre narratif, nous puissions le posséder. Si nous ne le possédons pas, on le laissera aux mains d'autres qui en useront et en abuseront, je dirais, en fonction de leur agenda. Donc, oui, le Bénin, effectivement, nous sommes, je dirais, dans une dynamique. Et cette dynamique fait que, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan géopolitique, nous avons besoin de placer davantage le drapeau béninois, je dirais, sur la scène africaine et internationale. Mais le faire, ce n'est pas juste pas des opérations de communication qui sentent bon, qui fleurent bon. Il faut effectivement qu'on puisse démontrer que la sécurité de notre pays, la défense de notre pays sont assurées. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que des questions économiques, il n'y a pas que des questions sociales, il n'y a pas que des questions, je dirais, d'image. Notre image au Bénin, elle dépend aussi de la façon dont nos forces de défense et de sécurité arrivent à défendre chaque centimètre carré de notre pays. Donc oui, le Bénin, il y a de quoi être extrêmement attentif et être précautionneux. Nous sommes dans une dynamique narrative pour redire le Bénin, pour repenser le Bénin, pour projeter le Bénin autrement, différemment, et je dirais même de façon très optimale, mais ça passe aussi par le fait de faire la sécurité sur chaque centimètre carré de notre pays. Et là-dessus, la lutte contre le terrorisme, effectivement, elle est à la fois opérationnelle et informationnelle. Merci. Je vous en prie. Merci. Colonel, que direz-vous en conclusion? Déjà, merci de nous avoir invités. En conclusion, d'abord, avant de basculer sur la conclusion, je voudrais rappeler que pour ce qui est de la collaboration entre pays, nous savons ce que nous faisons avec deux grands pays, deux grands de nos voisins. Deux de nos voisins, il y a les deux autres, il y a les deux derniers vers qui nous continuons de tendre les bras, de tendre la main pour pouvoir continuer de faire les opérations conjointes au niveau de nos frontières. Vraiment, nous espérons qu'ils reviennent. Quels sont ces pays-là? Puisque vous parlez d'inflation, nommez les pays avec lesquels le Bénin collabore franchement déjà, et quels sont les pays qui rechignent à faire cette collaboration pour qu'on puisse plaider, pourquoi pas? Oui, permettez-moi de ne pas citer les noms. D'accord. Mais la collaboration, elle est franche avec de nos grands voisins. Okay. Deux de nos grands voisins. Et nous espérons qu'elle reprenne avec les deux autres. Parce qu'il faut une synergie d'action. Hein, c'est clair, c'est clair. Et nous espérons que la population aussi puisse nous aider à collecter le renseignement, puisque l'ennemi qui apparaît avec les armes, c'est parce qu'en temps, il est tapis dans la population sans armes. Et il faut que la population puisse nous aider à... Justement, sur cette question, colonel Ranfoga, quels sont les outils, quel appel avez-vous? Comment est-ce que la population, de façon concrète, peut aider l'armée à avoir de l'information et à se protéger? Oui, je n'ai de cesse de le dire toutes les fois où je suis en face des médias, c'est de rappeler aux populations que ce que nous faisons, les actions que nous faisons, c'est à leur profit. Et si elles ne nous renseignent pas, on ne pourra pas avoir la promptitude et l'action pertinente pour pouvoir assurer leur sécurité. Donc, qu'elles nous fournissent le renseignement, toutes les fois elles voient des comportements suspects, elles voient des personnes qu'elles n'ont pas eu l'habitude de voir, mais qui commencent par se promener au sein d'elles, qu'elles se rapprochent de l'unité de police la plus proche ou bien de l'unité militaire la plus proche et lui fournir le renseignement. Et nous allons prendre cela pour pouvoir anticiper sur les activités des terroristes. Et nous leur garantissons la protection, puisque nous sommes là et nous devons protéger aussi nos sources de renseignement. Le jour où vous ne protégez plus vos sources de renseignement, évidemment, votre opération ne pourra plus bien se passer. Et la dernière chose que je voulais dire aux populations, déjà je salue avec toute la déférence qu'il faut l'âme de nos frères d'armes qui
ont dû mourir au front. Je dis toutes mes condoléances aux familles éplorées. Et je leur dis que les forces armées béninoises restent toujours debout face à cet ennemi qui est un ennemi nouveau, avec des modes d'action nouveaux. Et nous sommes debout, nous leur garantissons la sécurité et la défense de tout le territoire. Comme je l'ai dit, et aucun centimètre carré du territoire ne sera cédé à cet ennemi. Avec l'espoir que nous vous aurons régulièrement sur nos plateaux. Ça se fera. Merci d'être venu à Bonjour le Bénin, c'est désormais ça. Merci, vous êtes porte-parole de l'état-major général des forces armées béninoises et avec le soutien de Régis Onhoupé, expert en communication stratégique et géopolitique. Merci d'être venu à ce plateau. Merci à vous également, Marcel Akhossi, d'avoir conduit cet entretien. Mesdames et messieurs, voilà, nous nous inclinons donc devant la mémoire de nos vaillants soldats qui ont été tués sur le front et nous espérons et nous croyons fermement que l'armée dans toute sa globalité se bat sur le terrain et que la victoire appartiendra toujours au peuple béninois qui va réussir à botter dehors ces criminels qui nous attaquent et qui continuent donc de le faire. Pour l'instant, nous allons continuer par servir notre pays, chacun à son poste, chacun de sa position, faire en sorte que le Bénin se porte toujours debout. Si vous pensez qu'un seul centimètre carré sera cédé à l'ennemi, c'est que vous vous leurrez en réalité. Et nous, on ne se leurre pas, on va toujours continuer par faire le débat. Et parlant justement du débat, nous vous l'avons dit, nous sommes pratiquement à 1 an des élections présidentielles. La Sénat a annoncé les couleurs, elle a, dévoilé le chronogramme des élections générales de 2026. Et jusque-là, les candidats ne se prononcent pas. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore véritablement, comme par le passé, des gens qui s'annoncent candidats et qui, sur le terrain, battent déjà en griffe campagne? À quoi cela est-il dû? Eh bien, nous vous avons posé la question et nos plateformes requièrent certainement vos avis. Et nous allons justement ouvrir le débat aujourd'hui sur donc, le dévoilement du chronogramme par la Sénat avec mes invités qui seront en plateau et nous allons donc en parler. À votre avis, mesdames, messieurs, le chronogramme des élections générales de 2026 a été dévoilé par la Sénat. Le chronogramme est donc connu, mais à 1 an de la présidentielle, les candidats ne s'affichent pas. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Eh bien, vous pouvez donc nous faire part de vos analyses, de vos avis sur la question et on va installer le débat matinal.